Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Technomaze, votre talk qui s'intéresse au monde de la tech. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous ici sur le salon du CET à Namur, le salon de référence dédié au numérique, à l'éducation, aux nouvelles technologies. Former, transmettre, accompagner à l'ère des écrans, à l'ère de l'IA, de la réalité virtuelle ou des jeux vidéo, les enjeux sont énorme. Alors comment on éduque aujourd'hui et surtout comment on le fait bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Suivez-moi. Et pour ouvrir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Floriane de Guéling. Bonjour Floriane. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors toi, tu es responsable communication du CET ici à Namur, un événement qui rassemble chaque année enseignants, formateurs, directeurs, acteurs du numérique éducatif. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le CET, quel est un peu l'objectif de ce salon? Voilà, donc l'objectif du CET, c'est principalement de former et d'informer la communauté enseignante, former grâce à un programme de 70 formations disponibles en 3 formats. Donc on propose des conférences, des ateliers, des cafés-causeries. Informer grâce à 90 exposants qui, eux, viennent avec leurs dernières innovations pédagogiques. Et finalement, c'est aussi un lieu d'échange. L'idée est vraiment de pouvoir échanger avec les experts du numérique, mais également avec des collègues. Alors on a principalement des enseignants, des formateurs, des directeurs, direction de manière générale qui viennent. Quelles sont leurs principales préoccupations aujourd'hui quand ils viennent ici ? Alors leurs préoccupations, disons qu'il y a des besoins de plus en plus croissants dans les établissements scolaires, mais également à intégrer dans les cursus scolaires. Donc ils viennent ici pour trouver des nouveaux outils, des nouvelles ressources. On sait que l'année prochaine, il faudra d'ailleurs avoir 2 heures, en tout cas c'est en secondaire si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, exactement. À partir de septembre 2026, il y aura 2 heures qui seront intégrées au cursus scolaire en secondaire. Et donc, à cet effet, évidemment, ils sont à la recherche d'informations et de formations sur le numérique éducatif. Et en parallèle, on le sait, les nouvelles technologies, ça évolue assez vite. Donc c'est nécessaire de s'adapter et d'apprendre constamment. Et donc de là est toute la raison d'être de notre événement, le CET ici à Namur Expo. On sent que la conscience de l'importance du numérique, des nouvelles technologies, devient de plus en plus importante au fil des années. C'est pas la première édition du CET. Voilà. Exactement, on en est à notre 7e édition. Donc la première édition, ça remonte déjà à 2019. Donc on a vu effectivement que les attentes ont évolué. On perçoit que les enseignants sont plus informés, plus impliqués, qu'ils ont intégré en fait que le numérique était utile, que ça les aide en fait, dans leur pratique, que c'est devenu un incontournable. Et donc c'est pour ça qu'on leur propose vraiment des formations qui sont vraiment à jour. C'est tout un programme qu'on développe avec l'Université de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'autres experts dans le secteur. Et donc voilà, mais justement, est-ce qu'il y a un petit changement par rapport aux premières années? Est-ce qu'on sent qu'il y a une évolution dans les attentes des enseignants, des formateurs, etc. Peut-être moins de gadgets et plus de sens aussi dans ce qu'on applique et dans ce qu'on met en place à l'école? Voilà, donc c'est vrai qu'il y a clairement plus de sens. Donc on a passé un peu la phase découverte. Et du gadget pour le gadget en plus. Exactement. Maintenant, l'idée, c'est de les sensibiliser plus
aux outils, comme par exemple à l'intelligence artificielle, voilà, de donner du sens pour que ça puisse leur être vraiment utile pour voilà, leur pratique, mais également les apprentissages de leurs élèves. Selon toi, quel est le grand défi des prochaines années, que ce soit pour le secteur de l'éducation ou pour le CET qui suit un peu cette évolution aussi? Le grand défi, je pense que l'intelligence artificielle voilà, fait encore partie des défis pour les années à venir. Disons qu'ici, on était dans la phase un peu découverte. Maintenant, on est plus dans la phase voilà, compréhension de l'outil et sensibiliser aussi les apprenants à utiliser cet outil à bon escient. Et je pense un des autres grands défis, c'est aussi que ça puisse être un apprentissage équitable dans l'ensemble des établissements scolaires, parce que c'est vrai que voilà, le numérique, les outils numériques, ça évolue très vite. Donc il faut se mettre à jour et il faut être assez rapide. Et donc il faut que les établissements puissent suivre. Donc ça, je pense que c'est un des grands défis également. Voilà, il y a une prise de conscience par rapport à ça. D'ailleurs, les gens sont venus en nombre cette année. Comment ça se passe voilà, depuis hier? Depuis hier, on voit défiler beaucoup d'enseignants, des directeurs, des référents numériques, des technopédagogues. On peut comptabiliser jusqu'à 2000 visiteurs. Donc voilà, on est vraiment très très satisfaits. On voit que la demande est là et que les gens sont vraiment très satisfaits de leur visite. Voilà. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter, c'est encore tout cet après-midi. Voilà, c'est ça. On est encore ouvert aujourd'hui jusqu'à 17h. Voilà, au cas où, vous êtes les bienvenus. Alors justement, maintenant, on va rentrer dans le concret avec celles et ceux qui forment, accompagnent et expérimentent sur le terrain. Merci Floriane. Je vous laisse avec quelques images et enfin un petit switch plateau. Alors avant d'éduquer au numérique, encore faut-il comprendre comment les jeunes l'utilisent et comment ils s'informent. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Valentine François. Bonjour Valentine. Alors toi, tu es formatrice et chargée de projet pour Média Animation qui travaille notamment sur l'économie de l'attention et les usages numériques des jeunes, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Voilà. Et à tes côtés, on a Aurélie Puissant. Toi, tu es détachée pédagogique et chargée de communication à la réserve centrale du réseau public de la lecture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci d'être là toutes les deux. Merci aussi. Alors, Valentine, donc, je l'ai dit, tu travailles sur l'économie de l'attention. Concrètement, comment les jeunes consomment-ils le contenu aujourd'hui ? Alors, c'est une question vraiment vaste. Et donc, je ne vais pas pouvoir répondre précisément. Déjà, pourquoi ? Parce que les jeunes, c'est souvent une catégorie qu'on évite d'utiliser. On préfère parler des jeunes, sachant qu'il y a une grande diversité des pratiques entre un jeune et un autre. Mais quand même, j'arrive quand même avec des éléments de réponse. On a tendance souvent à projeter pas mal de stéréotypes ou de fantasmes sur les usages des jeunes. Et nous, Média Animation, pour éviter ça et s'appuyer sur des faits concrets, avérés, on est dans une logique de production d'enquêtes sur les usages numériques des jeunes. Il y a eu en 2024 l'enquête Génération 2024 qui a interrogé 3700 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, du primaire à la fin du secondaire. Et donc, c'est une démarche avec des questionnaires où on va dans les classes et où donc on s'appuie sur leurs vrais usages. Et là, de quoi est-ce qu'on se rend compte une fois qu'on fait ça ? C'est qu'il y a des pratiques très fragmentées.
Il y a évidemment des tendances communes. Les jeunes ont des smartphones, l'immense majorité d'entre eux à partir du secondaire et au plus on avance en âge. Les jeunes, on se rend compte, malgré parfois l'impression qu'ils produisent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, n'en produisent pas tant que ça, mais sont plutôt dans des logiques de conversation entre amis, etc. Peut-être s'il faut dire une chose principale sur les usages numériques des jeunes, c'est que c'est des usages très sociaux à l'adolescence. C'est ça qui va motiver principalement ces usages. Voilà, il n'y a pas un renfermement sur soi. Finalement, ces usages sont assez sociaux. Oui, c'est vraiment des usages empreints de sociabilité. Et nous, là, on parle d'économie de l'attention dans un des projets sur lesquels on travaille actuellement. Et parce que quand on parle des usages des jeunes, on sait bien ce que ça agite aussi comme crainte, inquiétude, etc., liées souvent au temps d'écran ou à des risques qu'il pourrait y avoir. Et sur la question vraiment plus spécifique de ce que les jeunes font sur leur écran, de ce qu'ils consomment et du temps qu'ils y passent, en fait, on a choisi de parler de l'économie de l'attention pour décentrer le regard. On a tendance à s'intéresser d'un point de vue individuel aux jeunes en ayant toutes ces craintes et en se demandant mais pourquoi passe-t-il autant de temps sur un écran? Et nous, on retourne la question en se disant mais qu'est-ce qui est mis en place par des entreprises, par des plateformes pour que les jeunes passent autant de temps sur leurs écrans, mais en fait pas que les jeunes, ça concerne toute la société. Donc comment est-ce que c'est structuré, ces plateformes et cette économie pour donner envie d'y rester, en tout cas. Parce que quand on voit le scroll aujourd'hui, que ce soit toutes les plateformes, Instagram, Facebook, les réels, la vitesse à laquelle on les passe, où on ne laisse même pas 3 secondes, c'est bien quand on reste 3 secondes sur le même réel. C'est quand même très interpellant en termes d'attention qu'on peut consacrer, ou d'intérêt là peut-être, plus que d'attention. D'une certaine manière, c'est le modèle proposé. Quand on parle de scroll très rapide, on va plus penser à TikTok. Quand même préciser qu'on a aussi des jeunes qui vont rester 4 heures devant un live stream sur Twitch. Et ça peut être les mêmes jeunes qui font les deux. Donc il y a des pratiques de scroll, de rapidité. Et ça, c'est vraiment la logique de la plateforme. TikTok, c'est un très bon exemple. Tout est fait pour qu'on puisse en fait très vite sélectionner. C'est une forme de zapping, mais encore plus rapide que ce qui pouvait exister avant sur les chaînes de télé. Et c'est un peu ce côté loterie aussi. Plus je passe, plus je vais tomber peut-être sur un réel qui attire un peu plus mon attention. Ce côté un peu ça peut nous mettre dans ce sentiment-là. Après, je pense surtout, là à nouveau, si on se met du côté des plateformes, finalement, c'est pas tant qu'elles cherchent à susciter une loterie, mais c'est qu'elles cherchent à recueillir des informations sur nos comportements. Savoir, tiens, là, je suis restée plus de temps sur telle chose. Il y a un petit chat mignon dedans. En fait, les plateformes ont des algorithmes de plus en plus précis qui maintenant, sur TikTok, c'est des algorithmes, comme on est souvent sur des contenus très courts, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent même repérer des patterns de ce qui se trouve dans le contenu. Et sans que l'algorithme se dise, c'est pas un humain, c'est pas quelqu'un qui se dit, je vais conseiller des petits chats mignons à Jonathan parce qu'il aime bien les petits chats mignons. Mais par contre, il y a des patterns qui vont être reconnus, des sons, des choses comme ça. Et donc, la plateforme va réussir à affiner de plus en plus la recommandation pour qu'on ait des contenus. Leur but n'est pas qu'on zappe tout le temps, parce que si on était désintéressé complètement, on en sortirait. Le but, c'est qu'on ait envie d'y rester. Et est-ce qu'on observe une vraie difficulté à capter l'attention aujourd'hui à l'heure du numérique, ou c'est un peu une idée préconçue? Alors là, c'est intéressant comme façon d'amener la chose, parce que capter l'attention, on l'entend souvent, et souvent, quand on parle surtout de capter l'attention et des jeunes, il y a vraiment toute cette crainte d'une crise de l'attention, de se dire les jeunes ne seraient plus capables de se concentrer. Imaginer qu'en fait ces usages numériques viennent affecter un petit peu leur capacité de concentration. Ça, en fait, c'est pas du tout avéré en tant que tel. Et c'est à nouveau, nous, on aime toujours bien un peu déplacer le regard. Et en fait, on va plutôt parler de distraction. Et la distraction, c'est pas un état continu où on va être affecté à long terme, c'est un moment T, on va être distrait par quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est actuellement dans une distraction qui est structurellement prévue. Et quand on parle de distraction, on ne parle pas que de TikTok. Moi, je prends le train le matin, je marche, il y a un panneau publicitaire vidéo dans la rue qui vient capter mon attention, qui vient me distraire. Et beaucoup de nos environnements de travail, l'école, etc., sont structurés sans forcément
tenir compte de cette question de la distraction sans éviter qu'il y ait toutes ces saillances qui apparaissent. Et on a plus vite tendance à se dire le problème, c'est les jeunes, ils ne se concentrent plus. Et pas, tiens, et déjà, je décentre des jeunes, c'est pour tout le monde, tout le monde, je pense, peut se retrouver dans ces inquiétudes-là. Et en fait, c'est pas vraiment une responsabilité individuelle, c'est nos espaces sont structurés. Je peux avoir une notification d'une application de travail à tout instant, je me sens obligée d'y répondre. Oui. En et fait, la distraction voilà, est là, quoi. Elle est structurée. Mais Ouais. alors, pour un enseignant, c'est quand même assez compliqué. Comment accompagner l'enseignant sans diaboliser non plus les écrans finalement, parce que les écrans sont arrivés dans les classes aussi de toute manière avec les tableaux numériques, etc. Alors, effectivement, pour les enseignants, ça peut être compliqué parce qu'à chaque fois, et je pense que le métier d'enseignant, déjà, il faut le dire, c'est pas un métier facile. Hein. On doit faire tellement de choses, on doit intéresser une vingtaine de gamins et gamines. Ça, oui. Pendant toute une journée, ils doivent rester 8 heures par jour assis sur leur banc. Souvent, la critique qu'on pourrait faire aux écrans, d'ailleurs, je trouve ça un peu cocasse, et c'est une vraie critique, ça c'est un des effets avérés des écrans, c'est la sédentarité. Mais en fait, être assis sur un banc à l'école toute la journée, on pourrait dire la même chose. Bon, je compare pas l'école et TikTok, hein, mais voilà. Non, mais pour accompagner, en fait, il y a comment les enseignants peuvent intégrer peut-être des choses dans leurs cours pour garder l'attention de leurs élèves. Et là, je pense que c'est pas lié aux écrans. C'est sans doute comme ça l'a toujours été. C'est pouvoir s'intéresser aux préoccupations actuelles des jeunes, à comment faire des liens entre des apprentissages qui vont leur paraître un petit peu contraints et des réalités de leur quotidien. Et là, quand on parle du numérique, ça devient intéressant parce que le risque, c'est si un enseignant veut venir amener de l'éducation aux médias en classe et sensibiliser ses élèves au numérique, on pourrait avoir une tendance, sans trop savoir par quoi commencer, à se dire « Oh là là, mes pauvres élèves qui passent autant d'heures par jour sur TikTok, je dois les sauver, leur expliquer en quoi ça ne va pas. » Et on est dans quelque chose d'assez prescripteur, où l'intention est bonne au départ, mais on est vraiment dans quelque chose de très descendant. Et en fait, le point de départ, c'est déjà de s'intéresser aux usages des élèves, de les questionner, de comprendre ce qu'ils font vraiment derrière, quel sens ça prend pour eux. Parce que c'est des êtres humains comme vous et moi, c'est des ados comme on l'a été. Et en fait, ils trouvent une forme de plaisir, une culture, des référents communs, des valeurs dans lesquelles ils vont se construire quand ils sont en train de parcourir ces usages. Si on vient les questionner, qu'on laisse de l'espace pour ça, on peut commencer un dialogue. Et puis à intégrer peut-être certaines façons, certains usages au sein des cours qu'on donne. Aurélie, de ton côté, tu travailles sur l'accès à l'information et à la lecture à l'ère de TikTok et de l'IA. Comment on apprend encore à chercher une information fiable en fait ? Alors de nos jours, les jeunes sont submergés d'informations et donc l'enjeu c'est de trier ces informations. Et donc je pense que la méthode à utiliser c'est notamment vérifier les sources de ces informations, les comparer aussi et comprendre qui parle. Il faut aussi essayer de comprendre le fonctionnement des plateformes. Donc, par exemple, on parle de TikTok, comprendre son algorithme. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile, non, ça j'avoue. Ou alors aussi tout ce qui est moteur de recherche, voir comment fonctionne la hiérarchie des résultats. Ou alors encore l'IA qui donne des réponses basées sur des modèles. Et le fait de faire tout ça permet d'avoir un recul critique sur tous les outils. Alors justement, vous parlez d'outils. Dans votre conférence aujourd'hui, vous en mentionnez deux. Je pense à Périoclic et à Caféine. Qu'est-ce que c'est exactement ces deux outils ? Alors ce sont deux outils pour les revues et les articles. Donc Périoclic, c'est une sorte de catalogue en ligne qui reprend toutes les revues qui sont conservées dans les bibliothèques publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles et permet aussi de demander des copies numériques d'articles gratuitement. Caféine, c'est plus un kiosque pour les revues numériques accessibles sur smartphone et sur tablette. Alors ce sont donc tous les deux des outils gratuits, sans publicité, sans algorithmes commerciaux. Et alors dessus on va retrouver des revues et des articles qui sont à la fois professionnels, contextualisés et vérifiés. Voilà, alors justement, est-ce qu'il est encore possible de tourner les jeunes des jeunes vers de telles plateformes, parce que quand on sait que beaucoup d'entre eux sont sur recours à l'IA, je pense bêtement à
Perplexity, je vais y arriver, pardon, que j'utilise aussi de temps en temps, on va pas se mentir. C'est un genre de super moteur de recherche, si je peux vite fait vulgariser ça comme ça, qui répond aux questions en synthétisant des informations issues du web en temps réel, tout en citant des sources. Comment on fait pour dire à l'étudiant finalement, c'est peut-être pas le meilleur outil, il est très facile, mais voilà, comment on les raccroche à de telles plateformes que Périoclique ou Caféine? Alors je pense qu'à l'heure actuelle, les interdire d'utiliser l'IA, voilà, on est perdant, mais je pense qu'il faut leur apprendre à l'utiliser comme un outil. Et vis-à-vis des outils comme Périoclique ou Caféine, je pense qu'il faut les utiliser en complément. Donc, par exemple, l'IA, on va l'utiliser pour avoir l'information plus rapidement, une information plus synthétisée. Et Périoclique et Caféine, on va l'utiliser pour avoir vraiment des sources primaires fiables. Et donc, on peut commencer à utiliser l'IA pour s'orienter vers une information. Et puis, pour la vérifier et l'approfondir, à ce moment-là, on se tourne vers des outils comme Périoclique ou Caféine. Ok, peut-être réutiliser une IA, peut-être pour un peu plus resynthétiser tout ce qu'on a trouvé, Voilà, peut-être y voir exactement. un petit peu plus clair, finalement, une double utilisation et voilà une complémentarité dans l'usage de toutes ces plateformes. Est-ce que le numérique peut aussi redonner goût à la lecture ? Alors, les jeunes lisent, mais je pense qu'actuellement, ils lisent sur d'autres formats. Donc, le numérique rend accessible la lecture et la rend aussi personnalisée. Du côté des revues numériques, elles proposent un format qui est à la fois court, attractif et très efficace comme premier point d'accroche. Donc, je pense que le numérique, c'est un allié à la lecture et non un ennemi. Surtout qu'on a de plus en plus d'influenceurs aussi par rapport, que ce soit au niveau lecture, au niveau actualité également aussi. C'est aussi peut-être des liens qui peuvent raccrocher aussi à des thématiques qui parfois peut-être désintéressent un peu les jeunes. De pouvoir voir ce biais, finalement, de temps en temps, ça peut être utile aussi d'avoir des influenceurs qui parlent du dernier roman qu'ils ont lu ou du dernier article de presse. Oui, voilà, mais je lu. pense que les jeunes sont forts là-dessus en ce moment. C'est ce qui les intéresse. Et maintenant, voilà, comme je disais, les revues, on les retrouve en numérique, comme les livres. Donc, et tout ça, voilà, via les réseaux sociaux, est personnalisé par rapport à leurs intérêts, leurs loisirs. Est-ce que comprendre les usages, et là c'est peut-être, non c'est les deux, c'est déjà une forme d'éducation aussi, de comprendre l'usage que font les jeunes, mais aussi les enseignants, peu importe. Moi je verrais ça comme un point de départ essentiel à une démarche d'éducation aux médias. C'est pas l'éducation en tant que telle, mais nous, dans Média Animation, quand on propose une démarche d'éducation aux médias, ça passe systématiquement par une prise en compte d'une meilleure compréhension des usages. Alors quand je dis que c'est pas forcément l'éducation en tant que telle, c'est parce que un enseignant, une enseignante, en fait, va scénariser pédagogiquement ce qu'il ou elle veut faire. Il y aura des objectifs, on va aller plus loin que la compréhension des usages. Mais ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que ce moment initial qu'il peut y avoir dans une séance autour de la récolte d'usage peut quand même être éducatif pour les élèves. Et typiquement, si on parle des écrans, des réseaux sociaux, de ce que les jeunes font dessus, dans des dynamiques encore plus quand on est dans des logiques de sensibilisation, le fait de laisser un espace aux jeunes pour s'exprimer sur ce qu'ils font réellement, un espace ouvert sans jugement, parce que sinon ils vont pas nous dire ce qu'ils font, et un espace aussi où on n'est pas obligé de dire si on n'a pas envie, ça semble aller de soi, mais il faut pas toujours le cas. Mais laisser ces espaces et puis un espace de discussion entre les élèves eux-mêmes, ça peut parfois là être très intéressant en termes de sensibilisation, parce que surtout, mais nous dans le projet qu'on porte Your Attention Please, on s'adresse plutôt à un public d'ados. Et en fait, à cet âge-là, ils vont pas écouter les parents, ils vont pas écouter leurs enseignants qui leur disent fais attention à ci ou à ça. Par contre, si leur meilleur pote ou même un ami de la classe a déjà vécu une expérience, ou bien sa petite cousine qui un jour a eu telle anecdote, et là, les oreilles, elles vont être plus ouvertes. Ça sensibilise un peu et plus. Ça sensibilise, c'est ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. Et c'est intéressant de laisser de l'espace pour ça. Alors, à l'heure de la désinformation, des deepfakes, de l'intox, est-ce qu'on peut dire que l'esprit critique est une compétence devenue presque aussi importante qu'écrire ou lire ?
Alors moi, je pense que l'esprit critique, c'est une compétence de base, et alors j'irais même plus loin, une compétence citoyenne, autant pour l'école que pour tout à chacun. Donc l'esprit critique permet de se poser les bonnes questions face à une information, et l'esprit critique est vraiment indispensable face à la désinformation, aux intox, deepfake, même l'IA. Voilà, j'imagine que quand on questionne les usages, on questionne tout ça aussi, l'esprit critique. Oui, tout à fait. Et en fait, mais l'esprit critique, pour moi, accompagne, c'est une façon d'amener la question de la lecture et de l'écriture, mais quand on parle du lire et écrire, on peut avoir une vision un petit peu réductrice de ce que c'est, du point de vue, là, de nouveau, de l'éducation aux médias, et se dire des textes. Mais en fait, quand on parle de littératie médiatique, on parle aussi d'apprendre à avoir une lecture de l'image, d'un montage vidéo, d'une mise en scène. Et c'est une autre forme de littératie qui demande aussi une forme d'esprit critique. Peut-être un point d'attention par rapport à cette question de l'esprit critique quand on parle de l'IA, des deepfakes, etc. C'est que, en fait, l'esprit critique, face à des manipulations d'images, des choses comme ça, il implique beaucoup de référents culturels préalables. C'est pas juste des logiques rationnelles qu'on pourrait apprendre. Et donc, cet esprit critique, oui, il est très important, mais il s'acquiert de multiples façons, avec des références. Et donc, là, nous, on voit peut-être un risque de vulnérabilité. C'est-à-dire que certains élèves qui ont pu être mieux outillés, qui viennent de situations plus privilégiées par rapport à ce type d'éducation, vont en fait tout à fait réussir à prendre de la distance face à ces outils. Et à côté de ça, pour d'autres, ça peut créer une forme de fracture qui n'est pas liée à l'utilisation technique de l'outil, mais à ce côté de référent. Et donc, quand on amène le numérique et l'IA comme outil à l'école, ça peut être très intéressant pédagogiquement dans une approche critique, mais ce risque de finalement creuser des inégalités si on n'amène pas les autres outils derrière doit être pris en compte. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux, en tout cas, pour cet échange hyper intéressant. Alors maintenant qu'on a parlé des usages, je vous propose qu'on s'intéresse aux outils, d'autant plus. Là aussi, le numérique ouvre de nouvelles portes. Avant ça, quelques images, le temps de faire le switch plateau une nouvelle fois. Et on accueille maintenant 3 nouveaux invités sur ce plateau. Le premier, Tommy Berben, enseignant en sciences et formateur pour EduLab Technofutur-TIC, qui explore le potentiel des jeux vidéo comme outil pédagogique. Si on nous avait dit ça il y a 15-20 ans, on n'y aurait pas cru. À mes côtés, Thomas Durand, formateur au pôle formation Alsace, qui questionne l'usage de l'IA et de la VR et des jeux vidéo dans la formation professionnelle. On est plus dans la formation là. Et à tes côtés, pour terminer, Fabien Derzel, fondateur et responsable de la plateforme scolaire Kabanga. On en parlera tout à l'heure, une application de gestion pour les écoles. Merci à tous les 3 d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Alors, Tommy, comme je l'ai dit, tu fais apprendre en créant notamment des jeux vidéo. Explique-nous un peu. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser en fait un média qui est connu des élèves, qui est le jeu vidéo. Non pas en tant que simple joueur, mais plutôt en utilisant des plateformes de code qui permettent d'écrire en fait un programme informatique et de manière très simplifiée et très ludique. Oui, parce que j'allais dire, moi j'ai appris un peu le code, franchement, il y a plus fun comme chose. Mais c'est ça qui est formidable en 2026 ici, c'est de se dire que
là où on a une image du code, et ça existe encore avec des langages, des langages très complexes, ici on va plutôt travailler en langage de blocs, avec des blocs à empiler comme les pièces d'un puzzle. La pensée reste la même, la structure reste la même, et donc l'idée c'est de dire aux élèves, maintenant vous allez créer votre propre jeu, vous allez le designer et l'imaginer. Pourquoi le jeu est un outil pédagogique puissant selon toi? Comme je l'ai dit, si on prend une classe d'élèves et qu'on demande combien jouent au jeu, bien, du coup, on aura une majorité d'élèves qui vont répondre que oui, ils jouent. Même nous, en tant que parents, moi le premier, hein, je suis aussi un joueur. Bon, maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais du coup... c'est vraiment un média culturel, en fait. Le jeu vidéo est quand même une industrie très puissante. Et donc, on utilise en fait ce média-là. Et puis, il y a un truc qui est fabuleux dans un jeu, c'est le game over. Parce qu'en fait, quand on perd la partie, on nous invite à recommencer. Et donc, en fait, l'erreur n'est plus pénalisante. Chose qu'on a moins dans une classe, on va faire une évaluation en maths. On va pointer les fautes, on va avoir un 0 sur 10 peut-être. Et donc l'erreur en fait est sanctionnée, mal perçue par les élèves. Il y a un ressenti différent du coup. Mais donc on l'entend, hein, créer un jeu, c'est pas juste jouer. Qu'est-ce que les élèves apprennent vraiment à travers la construction de ce jeu? Il y a plein de choses. Hein. La liste en fait est très longue. Au-delà de l'aspect je crée mon jeu et donc pour créer un jeu, il faut d'abord avoir une idée, il faut le poser sur papier, il faut imaginer le décor, l'univers, créer les personnages. On utilise en fait du pixel art, donc on remonte un peu dans le temps et puis du coup après ça, une fois qu'on a tout l'aspect en fait création, on va devoir décomposer le jeu. Souvent, je leur montre des jeux que j'ai créés assez complexe d'apparence. Et puis en fait, quand on décortique étape par étape, on se rend compte que en fait, le jeu est relativement simple à produire. Donc cette décomposition d'un problème complexe, et on le rencontre dans tous les cours. Hein. Si je prends un problème en maths, des fois on lit le problème, on dit « Ouh, ça paraît compliqué ». Ça fait déjà peur de base. C'est ça. Soyons honnêtes. Mais par contre, après, une fois qu'on apprend à décomposer cette tâche complexe en petites tâches moins complexes et moins longues, ça paraît évidemment plus simple. Puis après, il y a tout l'aspect collaboration, communication. Donc en fait, ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est ce qu'on travaille à travers de nos cours, ce qui est peut-être un peu moins développé. Du coup, c'est utilisé en fait dans le jeu et dans la création. Est-ce que ça change leur rapport à l'école? Se dire je vais à l'école et finalement je vais construire un jeu, je vais jouer. Moi, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai utilisé le jeu vidéo en classe, c'était Mario Kart. Et là, on se dit, wow, comment est-ce qu'on arrive à intégrer en fait Mario Kart? Donc, je donnais un cours d'éducation par la technologie. Et je voulais leur faire créer un jeu. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que leur culture du jeu vidéo ne remontait pas très loin dans le temps. Et j'avais envie de leur montrer de où ça a démarré, avec des jeux comme Pong, par exemple. Et pour revoir un peu l'histoire du jeu, j'ai utilisé Mario Kart comme fil conducteur. Donc là, évidemment, ça a fait sourire. Et puis, on a utilisé en fait un simulateur. On a joué à la première version de Mario Kart. On est monté dans le temps. On est passé en 3D avec la Nintendo 64. Puis, on est passé à une version... Le souvenir, ça. C'est ça. On est passé à une version Game Boy. Puis, et je leur ai fait jouer en fait des parties. Et pendant que certains jouaient, les autres avaient un dossier à compléter et devaient en fait pointer ce qui avait été amélioré dans le jeu. L'apparition de la 3D. Oui, mais la 3D, comment ça s'est fait? C'était les formes géométriques, en fait. Les têtes étaient cubiques parce qu'on n'avait pas assez de détails pour faire des ronds. Et à la fin, une fois qu'ils avaient vraiment compris en fait l'évolution du jeu, là, on a pu mettre les mains dans le cambouis et réaliser notre propre jeu. Mais donc, le rapport à l'école, évidemment, il va changer parce qu'on utilise quelque chose qui, d'apparence, n'a pas sa place dans l'école. D'ailleurs, mes collègues pensaient que je jouais vraiment, en fait, que je faisais pas cours, que je jouais. Et donc oui, utiliser en fait quelque chose qui est ludique comme un jeu. J'utilise beaucoup Minecraft aussi. Oui. Quand je dis aux élèves, voilà, maintenant on va faire une leçon sur le tableau périodique. Là, c'est ok. On va faire une leçon sur le tableau périodique et on va utiliser Minecraft.
Et là, on voit directement l'intérêt. Donc, il y a quand même cet intérêt pour le jeu qui va être utilisé, non pas simplement pour jouer, mais comme contexte, en fait, pour servir à l'apprentissage d'autres choses. Thomas, j'imagine que tu ne peux qu'acquiescer à ce qui est dit jusqu'ici. Pour toi, est-ce que la tech peut-elle remettre de l'humain dans la formation ? Ah bah complètement, et elle change même absolument tout. La relation enseignant, formateur, apprenant, elle est soit descendante, soit à égalité. Et ce qui se passe en fait, c'est que la tech, alors soit l'intelligence artificielle, soit la réalité virtuelle, soit les jeux vidéo, ça remet à égalité et le rapport est complètement changé. De notre côté, nous, formateurs, ça nous change, ça nous libère du temps, ça nous permet de redécouvrir nos apprentis sous un jour nouveau et fondamentalement, ça nous rechange notre approche pédagogique. Ça nous force aussi à changer de posture, à dire « je ne sais pas, montre-moi ». Moi, mes élèves, pourquoi je rejoins Tommy énormément ? Parce que moi aussi, j'utilise Minecraft. Je suis formateur en français en histoire géo et j'utilise Minecraft comme support pédagogique. Et je ne sais pas jouer à Minecraft, en fait. C'est eux qui m'ont appris. Et ça change tout au niveau de la relation pédagogique. Et quand on leur fait cette confiance, mais ils sont créatifs, 2, on a une sacrée surprise, quoi. Est-ce que finalement, ces outils permettent de mieux apprendre ou d'apprendre autrement ? Je dirais apprendre autrement. Remotiver pour apprendre. Parce qu'ils construisent leur apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'est plus, encore une fois, je reprends le même terme, on n'est plus dans le descendant. On n'est plus dans le prof nous dit, tu apprends ça, c'est comme ça. Plus le prof tout-puissant qui est là et qui transmet son savoir. Voilà. Le prof désormais dit, voilà l'objectif vers lequel tu dois aller, voilà les moyens qui sont à ta disposition, l'IA, la réalité virtuelle, etc. Moi, je suis là pour t'accompagner. On va le faire ensemble. Je veux ces résultats à la fin. Si j'ai pas ce résultat à la fin, par contre, là, ça tombe. Mais voilà l'idée. Et donc, ils apprennent autrement. Et ça les remotive. Pour l'anecdote, j'ai des apprentis qui refont des devoirs sans que je demande rien à la maison. C'est quand même ce révélateur. C'est assez révélateur. C'est rare quand un élève se dit « Tiens, je vais refaire ça juste pour le plaisir. » quoi. Voilà. J'en ai un jour qui est revenu, il m'a dit « Monsieur, j'ai remis votre cours en forme. » Il avait utilisé un outil d'intelligence artificielle pour mettre un cours d'histoire en chanson. Pourquoi pas ? J'ai fait ça, j'ai trouvé ça cool. Bon. Voilà. J'ai dit « Mais t'es au courant que t'as fait des devoirs pour moi sans que je demande rien ?» Oui, mais c'était marrant. Voilà. C'est peut-être ça la clé. Dans la formation plutôt professionnelle, qu'est-ce que ça change concrètement ? La mise en situation, essentiellement. Des choses qui apparaissaient comme inatteignables. Aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. Dans le centre de formation où je travaille, on a fondamentalement, pour entrer dans les ateliers, on a un parcours sécurité. Voilà, il faut être en sécurité, etc. À l'époque, auparavant, c'était soit des questionnaires à remplir, soit sur l'ordinateur. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des casques de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a numérisé tous nos centres et on travaille. Et l'apprenant, en fait, il met le casque et il vit les situations en conditions presque réelles, ouais. Avec son casque, sans prendre le risque. Et s'il répond bien, il a le droit d'aller dans le réel d'abord. Voilà, ce que ça change très concrètement. Ça apporte quand même pas mal de choses. Ça ouvre des portes qui étaient jusqu'à présent fermées, très concrètement, oui. Oui. Alors de ton côté, toi Fabien, tu interviens plutôt à un autre niveau, pas spécialement au niveau des élèves, même si ça les impacte directement, c'est plutôt le niveau de l'organisation et de la gestion des écoles avec cette plateforme que tu as développée qui s'appelle Kabenga. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que Kabenga et qu'est-ce que ça permet ? Alors Kabenga, c'est l'outil du prof qui va lui permettre de faire son travail au quotidien, son journal de la classe, son carnet de code, ses bulletins, prendre les présences. En fait, c'est tout le quotidien d'un enseignant et ça permet de communiquer toutes ces informations-là aux parents et aux élèves aussi, en direct ou en semi-direct, avec des notifications éventuellement. Je suis le créateur, mais en fait, je suis co-créateur, on va dire, parce que ce qu'on a fait, c'est prendre l'input les avis de tous les enseignants. Donc, à la base, Kabenga, on l'a créé à l'IND à Flipville, Institut Notre-Dame.
parce qu'il nous manquait des outils. Donc j'avais créé une première version de l'application qui faisait uniquement les bulletins pour commencer. Et puis ils m'ont dit on aimerait bien faire ça. Il y avait plein d'outils séparés, des feuilles, des Excel, des trucs comme ça. Et donc à un moment, ils me disent on ne pourrait pas faire ça aussi, on ne pourrait pas faire ça, on ne pourrait pas faire ça. Et donc je les ai mis en place. Et puis on a créé l'application. Et puis d'autres écoles, Tommy, utilisateur aussi, nous ont rejoints assez rapidement et on reprend les avis d'un peu de tout le monde. Et donc finalement, chacun arrive avec un peu ses besoins et on voit comment c'est applicable à Kabenga au niveau de la plateforme. Donc on prend les avis de tout le monde et on essaie de les mettre en musique dans l'application pour que ça soit utile à un maximum d'écoles. Ouais. Par exemple, je pense aussi les horaires. Je sais que c'était un casse-tête à l'époque. C'était, je me souviens, une personne qui était dédiée à faire les horaires début d'année. Ça paraissait de la tâche hyper compliquée. Aujourd'hui, ça facilite grandement les choses. Alors Kabenga ne fait pas encore les horaires. Non, mais... je pensais. Après, on a des outils en amont qui nous permettent de savoir quels cours seront donnés par quel prof, parce qu'on a autant d'élèves dans l'école. On a 30 élèves en sciences, mais il faut faire 2 groupes. On peut organiser tout ça dans Kabenga. Et puis après, on doit mettre ça dans un programme qui fait les horaires, parce que les horaires, c'est assez compliqué quand même. C'est compliqué. En effet. Voilà. Alors, en quoi une application de gestion scolaire telle que Kabenga peut-elle améliorer le quotidien peut-être des enseignants, des directions et indirectement, comme je le disais tout à l'heure, des élèves? Ça leur permet de tout centraliser au même endroit. Tous les outils sont là directement sur leur téléphone. L'application est disponible sur leur PC, mais sur leur téléphone également, ils savent faire tout. Et alors, récemment, donc Kabenga était adapté uniquement pour les enseignants, je veux dire les enseignants et les parents. Et à côté, dans les écoles, il y a aussi toutes les secrétariats, les directions qui ont d'autres outils. Et donc, on s'est associé avec Scolares, qui lui était un gestionnaire uniquement pour les secrétariats et les éducateurs, je vais dire. Et donc, c'est 2 pans du métier. L'organisation de l'école par les profs, l'organisation d'école par le secrétariat, mais en fait qui sont liés. Donc on s'est associés, c'était une très bonne solution je pense à l'époque, pour offrir un peu tous les outils que l'école a besoin. Et donc prendre une absence par exemple, c'est pas juste un prof qui coche un élève absent ou présent et qui donne l'info à l'éducateur, il y a tout un fil qui doit être suivi. Donc le prof fait l'absence, l'éducateur doit justifier ou pas l'absence, il y a un certificat médical, l'élève qui est trop en absence, il faut essayer de l'accrocher, il y a du décrochage scolaire, il faut travailler tout ça. Donc c'est tout le fil des enseignants jusqu'à la secrétariat et direction qu'on essaye d'uniformiser dans nos applications chez Scolares. Ouais. Finalement, c'est une communication peut-être un peu plus effective qui permet de remettre peut-être un peu plus d'humain aussi, d'avoir un peu plus de temps pour l'humain. On essaye, oui, c'est ça. Le prof qui passe du temps à faire le journal de classe en début d'heure, parfois il prend 2-3 minutes, il n'y a presque plus besoin, on peut directement commencer à travailler. Donc si on passe du temps pour la pédagogie, on essaie de passer moins de temps sur l'administratif et passer plus de temps avec les élèves. L'enseignant, par exemple, sur le... Ouais, pardon. Pardon, vas-y. L'enseignant, sur son journal de classe, souvent il le prépare à l'avance. Je veux dire, le week-end, les enseignants dans l'école préparent leur semaine. Et on arrive en classe, on sait ce qu'on fait. Je ne vais pas commencer à dire aux élèves, prenez votre journal de classe, commencez à écrire ça. C'est fait, les élèves ont déjà l'info à l'avance, ils savent ce qu'on va faire. Et donc, on gagne du temps. Ouais. Finalement, c'est combien d'écoles qui utilisent déjà Kabenga aujourd'hui? Plus ou moins 200. C'est un jeune produit qui a 6-7 ans, mais qui a pris de l'ampleur assez rapidement. Ouais. Belle évolution. Donc, ça a commencé du côté de Flipville, avec toutes les écoles aux alentours qui voulaient un peu utiliser. Puis ça a vraiment pris de l'ampleur en toute la Wallonie. Et dans tous les secteurs, parce qu'on a du secondaire, du fondamental, du spécialisé, ça fonctionne un peu partout. Ouais. Okay. Mais si je vous rejoins un peu tous les trois, est-ce que finalement le vrai enjeu du numérique à l'école, ce n'est pas l'accompagnement plutôt que la technologie en tant que telle, c'est ce qu'on en fait plutôt que le gadget en lui-même? Le gadget, je résume un peu de manière peut-être un peu péjorative, c'est pas ça que je voulais dire, mais l'outil en lui-même. C'est vrai, je veux dire... Si par exemple on utilise des tablettes en classe et que la tablette est utilisée simplement pour afficher un PDF qu'on pourrait avoir en version papier, il n'y a pas de plus-value en fait derrière. Moi je suis convaincu que le numérique a sa place dans les écoles, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. mais il faut réfléchir en fait à l'usage qu'on en fait quand il a du sens.
et qui permet en fait peut-être d'améliorer les apprentissages, peut-être d'intéresser un peu plus les élèves, peut-être de varier aussi la façon de donner cours. Là oui, il a sa place. Je peux aller que dans ce sens en fait. Pour moi, c'est la technologie qui doit se mettre au service de la pédagogie et pas le contraire. C'est-à-dire que l'humain doit rester dans le siège du pilote et faut pas laisser la main au tout technologique pour du technologique. Ça n'aurait pas de sens du tout. Tester pour tester. Voilà, non, ça c'est pas du tout l'idée. En fait, je le vois pas comme ça. Pareil, l'usage plutôt que l'outil en lui-même, le but c'est vraiment de valoriser le temps qu'on passe en termes de pédagogie et moins sur l'administratif aussi. Et j'imagine qu'on rejoint totalement. Oui, c'est le même principe, la même philosophie. C'est un outil, c'est pas Kabanga qui doit dire. Le prof ne doit pas passer plein de temps sur son Kabanga, c'est l'outil qui lui fait faire son job. Prendre la présence, c'est un truc obligatoire. Le prof doit prendre ses présences à chaque heure de cours. Il y a plusieurs moyens de le faire. On essaie de mettre des systèmes en place qui lui permettent de le faire vite et de faire véhiculer l'information rapidement dans l'école vers les éducateurs et tout le reste aussi. Quoi. En tant qu'utilisateur de Kabanga... voilà, on a même... Oui. Mais moi, ça me fait gagner. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est vrai, tu parlais en fait du journal de classe. Je le planifie à l'avance. Je le fais le week-end. Comme ça, je planifie vraiment ma semaine ou 2 semaines à l'avance. Et ça me fait gagner du temps. En fait, c'est ces fameuses 3 minutes de prenez votre journal de classe, et puis si un élève ne l'a pas, du coup il n'est pas en ordre. Et tout la prise ça, de présence, tout ça, au fur et à mesure, on a vu 10 minutes qui sont passées alors qu'on n'a que 50 minutes Exactement. de cours. Quoi. Et puis il y a aussi des doublons. Moi je me souviens que dans mon école, quand on faisait les présences, l'enseignant parfois les faisait. Oui, si un élève est absent, il faut quand même qu'on sache s'il était là ou pas pour les évaluations, etc. L'éducateur passait, et en fait il y avait comme ça plusieurs fois les présences qui étaient prises. Ici, on a juste un bouton à cocher et c'est relativement simple à mettre en place. Le nombre de fois où l'éducateur n'est pas passé pour nous demander qui prendra des sandwichs ce midi où on perd 3 minutes, voilà, c'est plus nécessaire aujourd'hui. Et bien voilà, un tout grand merci à tous les trois en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Notre émission touche tout doucement à sa fin. En tout cas, merci pour cet échange passionnant. Merci au CET également de nous avoir reçus sur son salon. Comme je le disais, c'est encore tout cet après-midi, donc n'hésitez pas si vous souhaitez venir à la rencontre de tous nos intervenants aujourd'hui et bien plus. On le disait, il y a une 90aine d'exposants si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Technominds. Et voilà, merci.